Caroline ici, bioénergéticienne, maître Reiki et fondatrice du Centre de soins énergétiques du Carrefour, où, mois après mois, eh bien, on a l'immense plaisir de recevoir des gens qui font des choses tout simplement exceptionnelles. Et ce mois-ci, on ne fait pas exception à la règle, alors que j'ai le privilège fantastique d'accueillir une personne que j'admire énormément, David Bernard. Ça va bien, David? Salut, Julie. David Bernard, diplômé comme coach certifié en programmation neurolinguistique, PNL pour les intimes. Il travaille comme conférencier depuis maintenant plus de 10 ans. Il a plus de 700 représentations à son actif. Tu as un succès incroyable en aidant les gens à trouver l'amour. Bienvenue et merci beaucoup de nous accueillir pendant cette entrevue-là. Ça me fait plaisir. Alors David, première question. À l'âge de 19 ans, tu as voyagé à travers l'Europe et l'Afrique du Nord afin d'effectuer un pèlerinage spirituel et clarifier ta mission de vie. C'est dans le désert du Sahara que tu as découvert ta voie. Peux-tu nous parler de ce que tu as vécu lors de ce voyage et ce que tu y as découvert sur toi-même? Je suis certaine que ça aurait beaucoup de valeur pour les gens qui nous écoutent. Seigneur, c'est une grande question existentielle à passer en peu de temps. Pour le résumer simplement, je me suis retrouvé à 19 ans à vivre une expérience, comme tu l'as dit, littéralement un pèlerinage spirituel où je voulais répondre à la question qui est, en mon sens, une des questions les plus importantes à se poser dans la vie, c'est-à-dire c'est quoi le bonheur pour moi? Okay. Qu'est-ce qui va me rendre vraiment heureux? Puis je le cherchais vraiment, tu sais, je ne l'avais pas encore trouvé à ce moment-là de ma vie. Mais je pense qu'on le cherche toujours toute notre vie, ça se redéfinit, ça prend des tangentes, ça twist, c'est jamais, la vie c'est du mouvement, il n'y a rien qui est permanent. Mais bon, à ce moment-là, je cherchais clairement quel alignement j'allais donner à ma vie. Puis je me suis retrouvé pris dans une tempête de sable avec une famille de nomades berbères. C'était vraiment pas un trip touristique, mais c'était un élan du cœur puis d'intuition qui m'a amené à me rendre dans un tout petit village à bordure du Sahara où je suis parti avec une caravane dans le désert pendant presque 3 semaines. Et là-bas, je suis tombé gravement malade, puis concours de circonstances, de timing, je suis tombé gravement malade en même temps qu'une tempête de sable s'est levée en plein milieu du désert. Okay. Alors je me suis retrouvé pendant quelques jours à être complètement mobilisé dans une tente en chameau. Okay. Littéralement, t'as des chameaux collés ensemble avec des couvertes. J'étais pris en dessous de ça. Et pour la première fois de ma vie, à 19 ans, j'ai commencé à envisager l'idée que j'allais peut-être mourir. Okay. Puis cette peur-là était tellement forte en dedans de moi que c'est comme si ça allait ouvert des portes. C'est comme si de prendre conscience de ma mortalité, de prendre conscience du fait que j'étais de passage ici, mais que mon temps, à un moment donné, il allait être au bout, tu sais, puis j'allais finir mon chemin. C'est comme si ça m'a fait prendre conscience de la fragilité de la vie, de l'urgence de la vie, puis aussi du fait que j'étais absolument pas aligné dans ma vie, puis que je faisais pas ce qui me rendait heureux, puis ce que je voulais vraiment. J'ai réalisé aussi à ce moment-là que j'avais encore jamais dit je t'aime à mon père, qui était une personne que j'aimais profondément. Que j'étais en chicane avec une personne très proche dans ma vie depuis presque 1 an, parce que pour moi, c'était plus important d'avoir raison que d'être en paix. Okay. Puis, donc, à travers cette crise-là de santé, cette espèce de panique-là de « mon Dieu, je vais peut-être mourir », c'est comme si le plus beau, le meilleur est né, d'une certaine façon. Puis ça a permis, à travers la catastrophe, à travers le chaos intérieur, c'est comme s'il est né de ça une lumière. Ou en tout cas, c'est manifesté une lumière qui était ma lumière que, OK, mais si je m'en sors, je vais changer les choses. Okay. Je vais commencer par affirmer haut et fort qui je suis plutôt que d'avoir peur de me faire rejeter par tout le monde. Je vais commencer à davantage me diriger vers l'alignement que je veux, c'est-à-dire de parler devant les gens, les inviter à rêver, à se réaliser comme personne. Je vais dire je t'aime à mon père, je vais me réconcilier avec mon frère. Fait que toutes ces choses-là se sont produites dans l'espace de quelques semaines, ou même pas quelques jours, dans un moment très intense où je pensais que j'allais mourir. Puis ben, c'est là où, à 19 ans, j'ai compris que pour la première fois de ma vie, c'était quoi vraiment ma mission puis mon alignement. Ça s'est redéfini avec les années, mais tout est parti de cet événement-là. Excellente réponse. J'espère que moi, je passe le test. J'ai le droit, c'est correct, c'est bon. Je pense que étudier les principes du bonheur puis au quotidien puis les partager avec ses pairs, je pense que c'est ça qui a été... Mais tu sais, en même temps, c'est avec beaucoup d'humilité parce que je pense qu'il y a des pratiques qui fonctionnent effectivement pour tout le monde. Puis il y a tu peux pas faire autrement quand tu regardes des gens qui réussissent ou qui sont heureux ou qui sont en paix. Il y a des dénominateurs communs qui font que toutes les mêmes personnes font les mêmes affaires, là, ou des fois similaires.
Puis en même temps, ben, les principes du bonheur, tu sais, je le dis avec beaucoup d'humilité, en ce sens qu'on est tous, tu sais, c'est toujours du cas par cas, on est tous différents, on a tous des systèmes de croyances puis des valeurs qui sont différentes, qui font en sorte que, moi j'aime pas les diagnostics où tu mets les êtres humains dans une boîte, tu sais. On est tous différents, fait sauf qu'en même temps, j'essaie de partager, moi, ce que je prône être pas la vérité, mais ma vérité à moi, tu sais. Fait que c'est avec beaucoup d'humilité, moi je vais partager des choses qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait passer à la prochaine étape de ma vie, mais ça veut pas dire que c'est la réponse ultime, c'est peut-être même pas ta réponse à toi, mais pour moi ça a fonctionné. Tu sais, tu prends ce que tu veux, c'est comme un buffet. Ce qui fait ton bonheur, tu le prends, puis ce qui te rejoint pas, tu le laisses là, puis c'est correct. Excellent. J'ai une prochaine question pour toi. Je t'écoute. Dans les derniers mois, tu as vécu des moments difficiles à la suite de ta séparation. Pas des moments difficiles, ça a été l'année la plus difficile de toute ma vie, 2016. Ouais. En 39 ans, là, 2016, ça a été ma plus tough. Puis j'aimerais ça que tu nous partages les stratégies et les outils que tu as utilisés qui t'ont permis de rebondir suite à cette contraction-là. T'es sûr, tu veux qu'on aille là? Ben oui! Okay. C'est bon le mot que tu utilises, contraction, parce que je pense ouais. que c'est beaucoup les grands mouvements de la vie, tu as des contractions et des expansions. Exactement. Puis 2016, ça a été pour moi une phase. En fait, ça a duré presque 2 ans où j'étais dans une phase de grande contraction. C'est difficile de le mettre en peu de mots, mais je vais essayer quand même de le résumer simplement. Moi, depuis que je suis tout jeune, comme je le raconte avec l'histoire du désert, mais depuis que je suis tout jeune, ma plus grande peur dans la vie, c'est que les gens ne m'aiment pas, d'être rejeté. Puis inconsciemment, dans mon processus évolutif, à un moment donné, je me suis retrouvé à faire une association qui était très irrationnelle et très illogique, mais qui devait faire du sens au niveau de mon inconscient, que pour être sûr que personne ne me rejette et que tout le monde m'aime, la meilleure solution, la plus viable pour moi, c'était de devenir parfait. OK. Fait que j'ai décidé de devenir parfait. À un niveau inconscient, c'est pas comme je me suis levé un matin, je vais devenir parfait. C'était plus comme... Ça a été comme un mécanisme de protection qui s'est développé avec les années, qui a fait que j'ai commencé à m'entraîner, à me transformer, à changer comment je m'habillais, à prendre des cours de diction, des cours de théâtre. Tu sais, tout, je suis allé acquérir plein d'outils, j'ai rajouté plein d'affaires pour faire en sorte d'avoir l'impression d'être un gars parfait, pour être sûr que tout le monde m'aime. Puis en même temps, toutes ces choses-là que j'ai accumulées m'ont beaucoup servi à travers les années parce qu'elles m'ont permis de développer mon potentiel, d'être en partie la meilleure version de moi-même. Ouais. Mais c'est en partie vrai, en partie faux. Parce que c'était pas vraiment la meilleure version de moi-même en réalité. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais c'était une illusion parce que j'étais pris dans un carcan, dans une carapace, dans une espèce d'armure. Tu sais, tu es en bioénergétique, tu sais. J'étais pris dans une espèce d'armure énergétique qui était une création de mon mental pour me protéger puis créer une distance avec les autres, créer une séparation avec les autres pour me protéger ma partie vulnérable. Je comprends. Mais j'étais tellement bon à connecter avec le monde que il y a quelque chose qui n'était pas sincère là-dedans, mais qui était très sincère, mais qui ne l'était pas, en ce sens que j'allais vers les gens, puis tout le monde se sentait très connecté à moi parce que j'étais bon pour connecter avec les gens, mais moi, j'avais pas l'impression que personne connectait avec moi parce qu'il y avait cette séparation intérieure, cette distance-là, qui n'était pas visible à l'œil nu, mais qui était très présente quand même. Et ça a pris une tournure démesurée dans la dernière relation amoureuse que j'ai vécue, où est-ce que... pas 1000 manières de l'expliquer, mais pour te le mettre simplement, mettons, moi, dans mon cheminement amoureux, j'ai eu 4 grandes histoires d'amour sur 4 thématiques différentes. Okay. La première étant une relation dans le contrôle avec une femme germaine parce que je manquais de colonne, puis il fallait que j'apprenne à m'affirmer. Okay. La deuxième, une relation amicale où je suis tombé dans un mode plus... Je m'étais tellement fait abuser que j'avais besoin de quelqu'un qui allait prendre soin de moi, fait que c'était une relation qui était très douce, beaucoup dans l'amitié, mais qui manquait de passion, puis qui s'est éteinte après quelques années. Ensuite de ça, je suis allé dans l'opposé, c'est-à-dire que j'ai une relation fusionnelle, passionnelle dans le tapis pendant des années jusqu'à temps que ça éclate. Et ensuite de ça, j'ai eu une relation plastique. Plastique en ce sens de l'emballage. Tout était parfait, c'était beau. On faisait une belle petite famille ensemble, la petite fille, le beau char, la belle maison. Regardez comment on est parfait. Puis j'étais énormément dans le déni par rapport à ça parce que j'ai réalisé trop tard qu'on avait tous les deux misé sur très mauvaise base pour bâtir une relation, mais quand on l'a réalisé, on avait un enfant ensemble, fait que là on s'est dit, bon, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour que ça tienne, parce qu'on avait la valeur de la famille très forte. Et avant de le réaliser, ça, de sortir de mon déni, pendant plusieurs mois, voire même années, j'ai beaucoup alimenté ma façade de perfection à travers les médias sociaux, ce qui progressivement m'a tué un peu par en dedans.
m'a éloigné de mon essence parce que je projetais quelque chose qui était incongruent avec ma réalité intérieure. Oui, je comprends. C'est-à-dire que j'étais aligné, c'était sincère quand je le faisais dans mon cœur, j'étais comme, c'est vrai, il y avait de l'amour, c'était beau, mais derrière mon déni puis toute ma croûte, il y avait vraiment mon petit cœur en dedans qui lui pleurait, qui était pas vraiment bien ni heureux, puis qui ne se le reconnaissait pas puis se le donnait pas. Et ça progressivement, parce que tu sais, quand tu t'éloignes de ton cœur, puis quand tu t'éloignes de ton plan divin, puis quand tu t'éloignes de ton chemin, ben veux pas, tu t'éteins, puis ta lumière elle commence à baisser, puis là il y a plus de place pour l'ombre, puis la noirceur. Puis là, ben, tu peux perdre ton chemin là-dedans, tu peux aussi perdre du sens là-dedans, tu peux perdre une partie de ton identité là-dedans, tu peux perdre bien des affaires. Fait que pour moi, ça a été ce que certains maîtres spirituels appellent la nuit sombre de l'âme, ou la nuit noire de l'âme. Okay. Où pendant plusieurs mois, je me suis senti profondément perdu et il est venu un moment dans un concours de circonstances parce qu'il y avait beaucoup de... Je fais une histoire courte, admettons, à travers la longitude, elle est longue un peu, là, mais bref, tout ça pour dire qu'on a fini par se séparer d'un commun accord. Et suite à ça, j'ai vécu une renaissance, mais en même temps une désillusion, une reconnexion avec la réalité, une reconnexion avec ce que j'avais négligé, oublié en moi, sacrifié en moi, qui est revenu à la vie, mais non sans douleur. Fait que ça a été un retour à la vie très magique, mais souffrant en même temps. Fait que, bref, tout ça pour dire que là, j'ai mis en contexte, mais j'ai pas répondu à ta question. Je réponds à ta question. Donc 2015-2016, ça a été des années très éprouvantes pour moi. Oui. Et comment je m'en suis sorti, ça a été quoi les outils pour moi? Le premier, ça va choquer un peu peut-être certaines personnes qui ont des croyances plus limitées ou plus cadrées ou des associations au mot, mais la première, c'est d'avoir la foi. Là, je vais utiliser un mot qui peut déranger certaines personnes, qui est Dieu. Okay? Malheureusement, aujourd'hui, Dieu, c'est un mot qui a une association très péjorative parce que ça a été usurpé par l'Église catholique, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'abus, de la pédophilie, que c'est l'État le plus riche sur la planète. Tu sais, l'histoire de Jésus devant tout ce que tu possèdes, puis sur moi. Fait qu'aujourd'hui, Dieu, ça a une connotation malheureusement négative et péjorative. Pour moi, Dieu, c'est beaucoup plus qu'un Père Noël, c'est un nuage qui juge le bien et le mal. C'est autant dans l'infiniment grand, dans l'univers avec les galaxies, puis les étoiles, etc., que dans l'infiniment petit avec la physique quantique, où est-ce que tu peux voir qu'on est tous interreliés à tous les niveaux, dans le grand et le petit. Il y a une grande toile qui fait qu'on est tous interreliés, puis que la séparation, elle est illusoire. Et donc, puis à travers ça, le temps, etc., n'existe pas, puis qu'il y a un maître du temps et des circonstances qui est Dieu, qui gère tout ça. C'est ma croyance. C'est pas la vérité, mais c'est ma croyance. Alors donc, moi, j'ai la foi. Ma foi, c'est vraiment déposée en 2016 que Dieu existe, de façon surnaturelle, en ce sens que j'ai eu des signes que j'ai demandés dans ma vie qui étaient tellement clairs, nets et précis, et je lui demandais de... Quand je dis lui, c'est cette entité, cette force, on va dire la source. La source. Je demandais à la source de se manifester d'une façon quasi surnaturelle pour être sûr que je n'ai aucun doute de sa présence et de son amour. Je l'ai ressenti tellement fort à quelques reprises que pour moi, c'est devenu indéniable que Dieu, peu importe ce qu'on y associe comme connotation, existe. Et à partir de ce moment-là, mon âme s'est apaisée, sachant que j'étais dans le plan, que le plan était parfait, que j'étais soutenu, que j'étais guidé dans l'amour, et que peu importe ce qui allait se produire, c'était vraiment dans l'amour de Dieu, puis il était là pour prendre soin de moi, puis pour me guider. Alors donc, pour moi, une des grandes ressources, ça a été ma foi en Dieu, en l'existence de Dieu, puis en son amour. De dire, je suis guidé, il faut juste que je fasse confiance. Ça a été l'affaire la plus importante. La deuxième, c'était d'avoir une famille spirituelle. Moi, j'ai une famille biologique. La deuxième, j'ai une famille spirituelle. Puis la famille spirituelle, pour moi, c'est des gens qui sont des piliers, des références, qui voient plus que ce que voit l'œil, ce que tu peux percevoir dans la réalité, mais souvent la cause, la causalité, le sens, la profondeur derrière les événements, puis qui peuvent le ramener à quelque chose de plus grand que toi, puis ton petit toi, puis ta petite tragédie, mais dans un point de vue d'ensemble, avec la perspective, qu'est-ce que ça t'apporte tout ça. Puis des fois, tu n'es pas capable de le faire tout seul. Fait qu'avec une famille spirituelle, tu as non seulement le support et l'amour, mais aussi la perspective. Fait que pour moi, ça a été très, très, très précieux. Une pratique spirituelle quotidienne, c'est beaucoup au niveau de la spiritualité, mais c'est vraiment dans l'énergie où je suis maintenant, puis ce vers quoi je m'en vais de plus en plus, de plus me cacher de ça, puis de l'assumer, mais d'avoir une pratique spirituelle qui pour moi a toujours été on and off. Des fois j'ai médité dans la vie, des fois quand je dis une pratique spirituelle, ça peut être d'aller marcher dans le parc, là. Ça peut être d'écrire avec un café, puis d'écrire des notes avec de la musique, ça peut être n'importe quoi qui va t'amener dans un état de contemplation, ou de connexion, ou de calme, ou d'apaisement, ou de paix. Puis moi, j'ai toujours été on and off avec ça. Puis quand ça va mal, souvent, je le fais plus. Tu sais, quand ça va bien, tu fais le party, puis quand ça va mal, tu pratiques, puis tu réfléchis. Fait que j'étais plus dans la réflexion, mais
Bref, tout ça pour dire que d'avoir une pratique spirituelle dans les moments difficiles, que ce soit de la méditation, ou d'être dans la pleine conscience, ou de la respiration, ou un sport, whatever, moi je crois beaucoup que c'est comme une des soupapes les plus importantes pour non seulement sortir le méchant, mais aussi te connecter à la source et te faire entrer la lumière. Exactement. Fait que tu sais, ma foi, ma famille, qui est dans l'amour, puis une pratique, je te dirais que c'est les 3 affaires les plus impactantes qui m'ont réchappé dans mes derniers mois. Puis tu sais, mettons, je finirai avec ça. C'est drôle parce que dans ce que je vois, il y a un petit peu de faire, là, mais c'est beaucoup dans l'être. Oui. Tu sais, tu as les 2 grands mouvements, la contraction puis expansion, tu sais, faire et être. Ou être et faire, en fait. Puis là, c'est comme... de plus en plus, j'ai inversé pendant trop longtemps dans ma vie le faire et l'être. J'étais un faire humain, puis je faisais, je réalisais, je manifestais, j'accomplissais, puis oui, tu l'as dit tantôt, une carrière surprenante, puis waouh, des gros succès. Oui, c'est vrai, mais souvent, ça m'arrivait de le faire sans bonheur, puis sans plaisir, sans joie. Fait que là, je suis dans cet réalignement-là dans ma vie où est-ce que j'ai envie d'être avant de faire, puis en étant dans une énergie X, tout change. Tout mon rapport à tout change. C'est ce qui est en train de se produire là, dans mon existence. Fait que je vais être plus dans l'être. C'est tellement important, comme tu dis, de se réaligner, de se reconnecter à nous autres pour après ça, toujours être dans le bon chemin, toujours être dans le chemin qui nous est prévu. Exactement. Ben, le plan divin, moi j'appelle ça le plan divin. Ouais, t'es dedans ou t'es pas dedans, c'est pas compliqué. Oui, c'est ça. Quand on n'est pas dedans, on n'est pas bien, on tombe malade, il arrive plein de choses qui sont pas heureuses. Moi, ma philosophie est très très simple. On est tous prédéterminés à accomplir quelque chose. On est avec un plan divin qui nous est prédéterminé, qui nous est donné, mais on est également avec le libre arbitre. Sauf qu'encore là, même avec notre libre arbitre, je réalise qu'on décide pas grand-chose. Non, je pense qu'il y a l'illusion de choix est là, mais je pense qu'on décide pas grand-chose. Mais mettons, pour le ramener à un point de vue logique d'être humain, que tu as un choix et tu as des décisions que tu peux faire, là, c'est pas compliqué. Quand tu es dans le plan, tu es bien. Quand tu pas dans le plan, tu es mal. C'est ça, exactement. Puis quand tu es mal, il faut que tu réalignes parce que sinon ta vie va aller de mal en pis, puis tu vas tomber malade, tu vas vivre des crises, que ce soit des crises professionnelles, financières, familiales, spirituelles, sexuelles, whatever. Puis quand tu es dedans, ben, c'est comme si ça s'ouvre, puis les bénédictions descendent, puis c'est de gloire en gloire, puis... Effectivement. Tout est plus facile, tu sais, fait que c'est pas compliqué. Quand c'est facile, c'est le bon chemin. Quand c'est difficile, t'es pas dans le plan. Voilà. Exactement. C'est pour ça que les 2 dernières années de ma vie ont été très difficiles. J'étais dans le plan la première année, parce qu'il fallait que j'aie un enfant avec cette personne-là. Okay. Mais ensuite de ça, on a vite pris conscience après 1 an et demi qu'on n'était pas fait pour aller ensemble. Puis quand on l'a réalisé, on s'est entêté en voulant protéger la famille, on s'est entêté à rester là 2 ans et demi de plus. Mais là, on n'était plus dans le plan. Non. C'était notre peur de perdre, notre attachement, notre résistance, notre ego aussi, puis l'intention positive de protéger la famille, mais tout ça ensemble qui a fait qu'on n'a pas été dans le plan pendant 2 ans et demi, puis les 2, ça a été pénible dans nos vies. T'sais. Fait que, tu sais, écoute, si t'es pas bien, t'es pas dans le plan, change. Puis là, c'est là qu'on reprend les leçons de ce que ça nous a apporté, puis qu'on s'en sert comme tremplin pour aller de l'avant, faire 2 pas de plus par la suite. Exact. Je te remercie, c'était une belle réponse. Bienvenue, ça me fait plaisir. Je l'ai dit, mais je vais tout mettre ça à la table. C'est ça que je voulais. L'autre question que j'ai pour toi aujourd'hui. Tu viens de publier ton 4e livre, Prêt pour l'amour encore plus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je suis certaine que les gens qui nous écoutent aimeraient connaître quelques trucs que tu partages dans ce livre. Ben, mettons, regarde, je partage. Je sais pas, je vais aller dans les trucs, mais je peux te donner, mettons, l'idée générale. Oui. Ben, tu sais, il faut comprendre que ça, mettons, vous connaissez pas mon... Ça fait du prétentieux de dire mon œuvre littéraire, mais mettons, ce que j'ai fait dans ma vie, puis j'ai écrit 4 livres, comme tu as dit. Il y en a 3 qui sont sur l'amour. Moi, je suis un lover dans la vie, puis aussi, je pense que j'écris beaucoup pour m'auto-coacher, fait que pour m'améliorer. Puis les 4 livres sont dans cette lignée-là, mais je ne raconterai pas l'histoire des 4, ça serait trop long. Mais bref, j'ai écrit 3 livres sur l'amour. Et le dernier, Prêt pour l'amour encore plus, je l'ai écrit juste après ma dernière rupture de la séparation avec la mère de ma fille. C'est comme si à ce moment-là, il s'est passé 2 choses. La première, c'est que ça faisait déjà presque 8 ans que j'étudiais tout ce qui se faisait à travers le globe sur l'art d'attirer l'amour dans sa vie, puis l'art d'être dans une relation épanouie aussi. Fait que tant pour les célibataires que pour les gens en couple, j'ai beaucoup étudié là-dessus. Puis quand je dis beaucoup étudié, là, je parle de voyager sur la planète pour rencontrer des spécialistes, aller me faire coacher par des sommités, suivre des programmes de formation en ligne, lire à peu près, j'ai lu des livres, j'en ai lu là,
je voudrais pas dire des centaines, mais des dizaines et des dizaines. Tout ça pour en venir à essayer d'acquérir le plus possible de sagesse et de connaissances amoureuses. Tu sais. Ouais. Parce que j'en avais besoin pour moi-même. Ouais. Puis aussi parce que je pense que l'amour, c'est la plus grande émotion, puis la plus grande force sur Terre, c'est celle qui guérit. Oui, Puis quand tu es dans une relation amoureuse épanouie, tu peux vraiment guérir ta vie à plein de niveaux. T'sais. Mais ça peut aller aussi dans l'autre direction quand tu manques de conscience, puis tu peux te déchirer et te faire beaucoup souffrir. D'avoir de l'amour pour soi-même aussi, oui. pour se guérir. Ah, ça, c'est la condition sine qua non. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans le tome 1, Prêt pour l'amour, le premier. C'est la première chose à faire si tu veux vivre une grande histoire d'amour épanouie, c'est de tomber en amour avec toi-même. Ouais. Fait que donc, Prêt pour l'amour encore plus, ce qui s'est passé, c'est que d'un, j'avais plein d'idées que j'avais pas écrites encore, que je voulais mettre sur papier. Je me suis dit, c'est le temps ou jamais, je vais pas écrire encore 5 livres sur l'amour. Je vais en écrire un dernier, je vais tout mettre dedans ce que je peux, d'un. Puis de deux, c'est comme s'il y avait plein de questions qui montaient, là, de, OK, tu sais, mon dernier livre, je l'avais écrit quand même en couple, mais c'est un livre pour célibataire. Puis là, je me suis retrouvé, je suis à l'aube de mes 40 ans, je suis un papa monoparental, ça fait 5 ans que je suis plus sur le marché, 4 admettons. C'est quoi mes questions, c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes frictions intérieures, c'est quoi mes angoisses amoureuses, puis qu'est-ce que je me dirais, tu sais, si quelqu'un qui arriverait dans mon bureau, qu'est-ce que je lui dirais, tu sais. Fait que j'ai ramassé finalement tout ce à quoi j'avais envie de répondre, tout ce dont j'avais envie de parler, puis j'en ai fait une espèce de résumé ultra ludique, le fun, drôle, facile à lire, qui est super simple, qui se résume en 3 parties, soit avant d'être en relation, au début d'une relation, puis pendant que tu es en relation. Puis le concept, c'est un sujet, 2 ou 3 pages. Okay. Fait que c'est fait pour que tu puisses le lire vite. C'est comme, tu sais, tu tournes, tu sais, ça va vite. Fait que bref, peuple-moi encore plus, ben, c'est ça. OK. Ben, l'idée, en fait, c'est que tu viens nous dire, ben, tu sais, si tu veux rencontrer quelqu'un, commence par travailler sur toi. Ouais. Pour rencontrer. Ça, j'en parle beaucoup, surtout dans le premier Prêt pour l'amour, le 3e, qui se veut un peu plus quelque chose de concret, pragmatique, qui est une approche, en fait, une méthode, une synthèse de tout ce que j'ai appris des 8 dernières années pour les célibataires sur l'art d'attirer l'amour. C'est un peu comme une synthèse qui est construite sur 10 semaines. OK. Puis chaque semaine a un mandat ou une mission précise pour t'amener, en créant une masse critique, un momentum, pour t'amener vers un épanouissement, pour pouvoir dire, écoute, je suis vraiment prêt pour l'amour. Je suis comme vraiment rendu à une autre étape. Mais sur les 10 semaines, il y en a 5 qui sont consacrés à l'être, puis ensuite de ça, 5 au faire. Okay. Puis dans l'être, ben, le mandat principal, c'est ça, c'est d'être bien avec toi-même. De retomber en amour avec toi-même, mais surtout d'accepter ce qui est en ce moment, d'être en paix avec le présent parce que ta situation est parfaite, parce que sinon ce serait d'autres choses. Fait que de l'accepter, de revisiter ton passé pour guérir tes blessures, de comprendre ce que tu veux vraiment en amour puis ce que tu veux vraiment pas en amour, d'augmenter ton magnétisme amoureux, ton rayonnement. Tu sais, c'est toutes des choses qui demandent beaucoup de travail, mais en même temps, tu sais, pour chaque personne, ils sont rendus à différentes étapes de la révolution amoureuse. Fait que c'est comme... Puis ensuite de ça, ben là, tu tombes dans le faire. Puis le faire, c'est directement des habiletés sur le terrain. Comment te libérer de la peur du rejet. Comment faire une première approche. Comment avoir une discussion qui est intéressante parce qu'elle est basée sur l'authenticité, la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, là, tu es dans le vrai, tu es dans le crunchy. Parce que la plupart des gens, ils font toujours la même erreur de mettre en vitrine le meilleur d'eux-mêmes. Mais ils font souvent de la fausse projection. Puis ils projettent des choses qui ne sont pas vraiment pour charmer l'autre. Sauf que le problème, c'est que ça prend un petit peu de temps. La loi de la familiarité embarque, chasse le naturel, il revient au galop. Exact. Là, le naturel revient. Là, tu te rends compte que la personne a quitté, c'est pas celle que tu pensais que c'était. Là, ça crée des frictions, ça amène de la lutte de pouvoir, ça amène des problèmes dans le couple, on se déchire, on perd d'énergie, on se fait mal. C'est comme, évite tout ça, coupe la bullshit, sois vraiment partant. Fait que c'est comme, j'ai beaucoup là-dedans aussi, comment, tu sais, dans le charme et la séduction, tu sais, autant qu'il y a eu des percées en médical ou il y a eu des percées en sciences, en technologie, il y a eu des percées aussi au niveau de la communication non-verbale, au niveau de la connexion humanitaire. Comment tu peux faire pour amplifier la connexion qu'une personne en partant par ton intention, par ton langage non-verbal. Il y a certains gestes, il y a certains mots-clés, il y a certaines choses que tu peux faire qui vont complètement révolutionner ta manière de connecter avec les autres. Fait que ça, une fois que tu le sais, c'est comme tu as vraiment un coffre qui est rempli d'outils. Sauf que ça demande un certain temps d'intégrer puis de pratiquer, mais j'ai comme mis le meilleur de toutes mes connaissances là-dedans. Et on va lire ça avec beaucoup d'intérêt. Et dernière question que j'ai pour toi.
Tu as publié un livre qui a pour titre « Ralentir pour réussir ». Je l'ai juste ici avec moi. Hey, la première édition en plus, ça date Ouais. ça. Ça date, ça date, ça date. Qu'est-ce que c'est pour toi ralentir pour réussir? Je suis certaine que les gens qui nous écoutent, ça aimerait connaître les bienfaits réels de ralentir. La raison première, qu'est-ce que c'est pour moi? Admettons, je te dirais, pour moi, c'est un phare. Parce que c'est ce que j'ai souvent oublié de faire dans ma vie. Tu sais, on parle de cordonnier mal chaussé. Souvent, j'ai oublié de ralentir et j'en ai payé le prix. Parce que ce que tu ne comprends pas par la sagesse, la vie, Ouais. Dieu te l'enseigne par la Ouais. douleur. Oui, tout à fait. Les bienfaits de ralentir dans la vie, là, tu sais, quand je dis ralentir, ça ne veut pas dire de t'asseoir sur ton cul et de rien faire pendant des semaines. Des fois, malgré que c'est peut-être ça qu'il faut là, pour certaines personnes. Mais là, c'est plus dans le sens de prendre des moments stratégiques pour ralentir dans ta journée, puis dans ta semaine, puis dans ton mois, pour gagner en perspective, pour ralentir la machinerie, pour te régénérer, pour gagner en clarté. Le bienfait le plus important de ça, je pense, c'est au niveau de la santé. Ah oui. Puis c'est ce que les gens prennent le plus pour acquis, la santé, et c'est ce qu'ils réalisent qui est le plus précieux, c'est juste une fois qu'ils le perdent qu'ils le réalisent, bien sûr, malheureusement. Tout à fait. Sauf que quand tu ralentis physiquement, et que tu réussis surtout à ralentir intérieurement, mentalement, il se passe quelque chose, ton corps relâche. Puis quand ton corps relâche, ça veut dire que les tensions sortent. Puis à partir de ce moment-là, ça veut dire que l'énergie circule plus librement dans ton corps et donc que ton corps se régénère et se guérit plus rapidement. Ce qui veut dire que tu as plus d'énergie, tu es plus en santé, ton système immunitaire est plus en forme pour la simple et bonne raison que tu as pris le temps de lui permettre de se relâcher en relaxant. Tout à fait. Parce que la contraction physique vient de la contraction mentale. Ouais. Fait que plus que ton mental est contracté, plus que ton physique est contracté. Fait que ralentir, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout de ralentir physiquement, puis ensuite prendre conscience que ça roule à 100 000 à l'heure là, que c'est stimulé à 100 000 à l'heure par les téléphones intelligents, par notre société qui tourne tout le temps, vite. Fait que c'est de comprendre que là, ça roule à 100 000 à l'heure, de ralentir ça, puis ensuite de ça, d'en vivre les bienfaits à travers ton corps. Fait que le plus important, je pense, c'est juste au niveau de la santé et de l'énergie. Sinon, ben, c'est parce que ça t'amène de la clarté, ça t'amène de la guidance, ça t'amène des réponses à tes questions. Parce que quand tu ralentis ça, tu as accès à cette petite guidance-là, cette petite voix-là, ou ce petit cinéma-là dans ta tête, ou ce feeling-là, ou ce gut feeling-là, qui fait que tu sais que tu es guidé, que tu vas être dans le plan. Exactement. Puis le plan va souvent être montré à toi bribe par bribe. Puis ces bribes-là, ces indices-là, c'est comme, ils sont pas tout le temps évidents, fait qu'il faut que tu sois attentif. C'est ça. Il faut que tu portes attention, puis pour être dans l'attention, il faut que tu sois dans la présence et dans la conscience, puis ça vient par l'art de ralentir. Exactement. Et je t'ai ficelé ça. Ah oui, c'est comme... oui. Excellente entrevue, David. Pour les gens qui veulent en savoir davantage, tu es l'auteur des livres best-sellers Ralentir pour réussir, L'amour sex ship, que j'ai ici aussi. Puis Prêt pour l'amour, tome 1. Prêt pour l'amour, tome 1, et ta dernière publication, Prêt pour l'amour, encore plus. Oui, puis hey, s'il y en a qui sont curieux, là, j'ai fait un truc sur lequel j'ai mis beaucoup de temps l'été passé. Puis c'est vraiment spécial comme ça. Les gens qui sont célibataires, qui ont de la misère en amour pour de vrai, puis qui ont envie de vivre une expérience qui est plus qu'un livre, mais où ils sont pris par la main, mais en même temps, ils sont dans le confort de leur foyer ou qui peuvent gérer ça autant qu'ils veulent. J'ai un programme de formation en ligne et c'est 10 heures de contenu, 133 pages d'exercices que les gens peuvent télécharger. Puis c'est le prix d'une heure de coaching, tu sais. C'est 200$. Fait que c'est vraiment pas cher pour tout le contenu que tu as. Si les gens veulent en savoir plus, c'est facile. www.ppla.ca. Donc, comme prêt pour l'amour, ppla.ca. Excellent. Toute l'info est là. On peut également observer David évoluer à la télévision puisqu'il participe à diverses émissions et séries telles que Sucré-Salé et Direction la mer qui l'anime. Si vous connaissez des gens qui peuvent bénéficier de la sagesse d'une personne comme David Bernard, eh bien évidemment, sentez-vous libre de partager cette entrevue-là avec les gens que vous aimez et pour qui vous pensez que ça peut apporter énormément de valeur. Quant à moi, eh bien je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde. Salut!